Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Des joyaux scintillants et des images pleines de glamour. C'est ce que nous propose Franck Ferrand pour cette dernière émission de l'année en direct. Un peu l'arbre de Noël d'Au cœur de l'histoire. Bonjour Franck. Bonjour Carole, bonjour à tous. J'ai choisi en effet de feuilleter avec vous un beau livre qui ferait bel effet au pied du sapin. Le siècle des sacres de Jean Descartes aux éditions Perrin, qui nous raconte en images les grands couronnements du XXe siècle. Jean Descartes est notre invité, ai-je besoin de le préciser. Vous allez pour commencer nous raconter le sacre du Shah d'Iran. Oui, le sacre du dernier souverain perse à Téhéran en 1967. Et puisque rien n'est ordinaire cet après-midi sur Europe 1, nous entendrons les souvenirs exclusifs que nous avons recueillis il y a 2 jours de l'impératrice Faradiba en personne. Vous voyez que pour l'occasion, nous avons mis les petits plats dans les grands. Europe 1. 14h, 15h. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Des dizaines de mètres de tapis rouge au milieu de fontaines magnifiques, des drapeaux iraniens rouges et verts, d'opulents parterres de fleurs. Ce 26 octobre 1967, à Téhéran, la capitale persane, on s'apprête à sacrer le roi, on l'appelle ici le Shah. Et c'est toute une nation de 26 millions d'habitants qui se réjouit. La journée, belle et douce encore, malgré la saison, a été décrétée fériée. Il pleut des roses à Téhéran. Des avions spécialement affrétés vont en larguer 17 532 exactement. Autant de fleurs au ciel qu'il y a eu jusqu'alors de journées dans la vie du roi, dans l'existence de Mohammad Reza Pahlavi, qui, ce 26 octobre justement, fête son 48e anniversaire. Dans les rues de la capitale, où des guirlandes lumineuses ont étincelé depuis plusieurs nuits, nul n'a pu échapper aux multitudes de portraits du Shah, de son épouse et du prince héritier, ce que relève, évidemment, sur tous les tons, la foule des journalistes accourus de toute la planète. Dans quelques minutes, selon un protocole rigoureux, minutieusement établi depuis des mois, le Shah d'Iran va se couronner lui-même, puis couronner sa 3e épouse, Farah Pahlavi, née Faradiba, mère de 3 enfants à l'époque. L'impératrice prendra le titre de Shahbanu, porté pour la première fois depuis 2500 ans. Ce qu'il faut vous dire, c'est que Reza Pahlavi est alors déjà dans sa 26e année de règne, depuis que son père, Reza Shah, avait en 1941 abdiqué en sa faveur. Reza Shah avait été déporté par les Anglais après avoir proclamé la neutralité de l'Iran et refusé le passage des convois envoyés par Londres et Moscou pendant la guerre. Il y a eu là des affaires de guerre. Précisons bien que son fils n'est véritablement devenu le maître du pays qu'en 1953, à la faveur d'un véritable coup d'État réussi contre son Premier ministre, un Premier ministre à l'époque allié des ayatollahs, et qui l'avait obligé à s'exiler pendant 2 ans. Depuis donc près de 15 années, Mohammad Reza Pahlavi a réformé l'Iran. Il y a même conduit ce qu'il appelle la révolution blanche, meilleure répartition des terres, nationalisation de l'eau et des ressources naturelles, méthode agricole plus simple, plus rapide, électrification des campagnes, irrigation, participation des ouvriers aux bénéfices des entreprises, etc. Même si le pouvoir du Parlement se trouve encore limité, même si les partis d'opposition sont placés sous contrôle et qu'une police musclée réprime volontiers les opposants, le Shah a beaucoup modernisé l'Iran. Il accorde aux femmes des droits politiques. Il crée ce qu'il appelle des armées du savoir, de l'hygiène, de la santé et du développement. Sur le plan privé, le souverain a connu une existence, disons, un petit peu mouvementée. Il a épousé d'abord la sœur du roi Farouk d'Égypte, Fawzia, puis il s'est remarié à Soraya Esfandiari Bakhtiari. Seulement, ni l'une ni l'autre ne lui ont donné l'héritier tant attendu pour assurer l'avenir de la dynastie. Or, au printemps 59, le Shah d'Iran, qui se trouve de passage à Paris, a rencontré une jeune étudiante en architecture, très belle et non moins timide, Faradiba. Voilà ce que nous raconte Jean Descartes dans Le siècle des sacres.
Le père de celle-ci est originaire d'Azerbaïdjan et sa mère des environs de la mer Caspienne. Orpheline de père à l'âge de 9 ans, elle est recueillie avec sa mère par un oncle fortuné. Après de brillantes études au collège Jeanne d'Arc de Téhéran, tenues par des religieuses françaises, elle est admise à l'école spéciale d'architecture de Paris, boulevard Raspail. En 1957, elle quitte donc Téhéran pour s'installer à la cité universitaire. C'est un paradoxe finalement. Elle va quitter Téhéran pour Paris et c'est à Paris qu'elle rencontre le Shah, avec qui tout va très vite. Quelques mois après cette rencontre parisienne, Faradiba épouse le roi, comme dans un conte, le 21 décembre 1959. La nouvelle reine porte ce jour-là une robe signée Yves Saint-Laurent, alors directeur artistique de la maison Dior, nous en parlions l'autre jour. Farah va déclarer à la télévision peu après son mariage, je la cite, « Le métier de reine a deux côtés. Malheureusement, la plupart ne connaissent que le côté apparent et officiel de la vie d'une reine, mais le plus important, c'est ce que l'on fait toute la journée. Je pourrais comparer cela à n'importe quel autre métier, doctoresse ou architecte, et qui devrait quand même se partager entre ses devoirs de femme, de mère, de maîtresse de maison, et en même temps son métier. J'ai mon foyer, ma famille, et en même temps mes responsabilités envers mon pays. Elles me tiennent à cœur et me prennent une grande partie de mon temps. » Le couple aura en tout 4 enfants, Reza, Farhanaz, Ali Reza et Leïla. La quatrième, Leïla, n'est donc pas encore née au moment de la date du sacre. Revenons, en effet, à ce 26 octobre 1967. Un carrosse bleu et or, aux vitres blindées, tiré par 8 chevaux blancs richement parés et escorté par la cavalerie. Ce carrosse sort du palais de marbre, lentement, pour que tout le monde le voit bien. Reza et Farah saluent la foule. Des milliers de personnes sont là, contenues derrière des barrières et qui crient « Vive le Shah, vive le Shabanou !» alors que 7500 policiers et gendarmes ont été mobilisés pour éviter tout débordement. Un carrosse suit également bleu et or, un petit peu plus petit celui-là, tiré par 4 chevaux noirs. À l'intérieur, le prince héritier Reza, 7 ans, vêtu d'un uniforme à pantalon bleu. Le petit garçon n'a pas de chance, il est très enrhumé ce jour-là. Eh bien qu'importe, il tient son rang et il salue dignement la foule. Le cortège arrive ainsi au palais du Golestan. Le Shah, son épouse, son fils, le commandant de la garde impériale, toute une escorte, sabre au clair, entre maintenant dans le palais. On va pouvoir procéder à la plus grande cérémonie du règne. La messe en ré majeur, opus 123 de Beethoven, dirigé par Nicolas Harnoncourt sur Europe 1. On retrouve dans un instant la suite du Sacre de Farah, raconté par Franck Ferrand jusqu'à 15h. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Franck, vous nous racontez le couronnement du Shah d'Iran et de son épouse Farah le 26 octobre 1967 dans la capitale iranienne Téhéran. Le couple royal entre au palais de Golestan. Mais à quoi ressemble cet endroit ? Ah, le palais du Golestan mélange les styles persan et occidental. On l'a surnommé le petit Versailles iranien, vous savez, avec ses centaines et ses centaines de miroirs qui rappellent un petit peu la galerie des glaces. Il est dévolu aux grandes occasions et c'est d'ailleurs dans ce palais que le Shah d'Iran avait déjà épousé Farah 8 ans plus tôt. Imaginez de magnifiques lustres de cristal, des tapis rouges au bord desquels se presse toute la foule des invités devant un trône monumental, incrusté de quelques 26 000 pierres précieuses et semi-précieuses, le célèbre trône du Pan.
celle qui va devenir impératrice est tout simplement magnifique. Elle porte une superbe robe conçue par Marc Bohan, le directeur artistique de Dior, complétée d'une cape brodée de motifs persans, une traîne de 7 mètres de velours vert incrustée de pierreries inouïes, soutenue par 6 demoiselles d'honneur. Farah s'assied sur une chaise tout près du trône du pan. Et puis arrive le Shah. On s'incline évidemment sur son passage. Il prend place sur le trône puis se relève. Son épouse est à sa droite, son fils le prince héritier à sa gauche. Un imam lui présente le Coran. Le Shah baise le livre saint. Les prières rituelles sont récitées. Et ce sont les grandes trompettes qui retentissent. Le Shah se saisit du sabre que son père avait porté au même endroit dans les mêmes, en tout cas dans des circonstances comparables 41 ans plus tôt, en avril 1926. Il se pare de la cape impériale, puis comme l'avait fait Napoléon Bonaparte en 1804, il se couronne lui-même. Le joyau en tant que tel est aussi un héritage de son père d'ailleurs. Il tient de la main droite le sceptre et se rassied. Des salves d'artillerie sont tirées, puis le Shah se relève, se dirige vers son épouse agenouillée devant lui. Il dépose sur sa tête, si gracieuse, une incroyable couronne de près de 2 kilos incrustée de 1664 pierres précieuses, des diamants énormes, mais aussi des émeraudes, dont une impressionnante au centre de 150 carats, s'il vous plaît, des rubis, des perles hallucinantes. Vous savez que le trésor, les joyaux de la couronne de Perse sont la plus grosse concentration au monde de grands bijoux. C'est tout à fait impressionnant. Le Shah récite une profession de foi qui se termine par ces mots: je n'ai qu'une espérance, préserver l'indépendance et la souveraineté de l'Iran et faire progresser le peuple iranien. Pour atteindre ce but, je serai prêt s'il le fallait à offrir ma vie. Que Dieu Tout-Puissant me permette de transmettre aux générations futures une société prospère et que mon fils, le prince héritier, demeure lui aussi sous la protection divine dans l'accomplissement de la lourde tâche qui lui reviendra. Je cite à nouveau Jean Descartes. La cérémonie s'achève par l'hymne au couronnement, spécialement composé pour l'événement, exécuté par un orchestre symphonique, un chœur chantant des phrases des bas-reliefs évoquant les règnes de Cyrus et de Darius. Du palais de nos rois s'élève l'appel à la paix des nations. Marchant entre 2 haies de lanciers, le couple impérial regagne son carrosse sous les applaudissements de la foule et les larmes de la petite princesse Farhanaz et de sa demi-sœur Shahnaz, qui ont un peu bâillé pendant la cérémonie, tandis que leurs frères se grattaient parfois la tête. Le Premier ministre, M. Oveïda, sorti l'un des premiers après la famille impériale, se hâte d'allumer sa pipe, ce qui surprend chez cet homme en grand uniforme, bardé d'un large cordon en sautoir. Et oui, que voulez-vous, la vie reprend ses droits, sitôt finie la cérémonie. Cette journée historique va se terminer le soir à l'opéra, dans une salle baptisée Roudaki, en référence aux poètes et musiciens des 9 et 10e siècles. Un ballet pantomime est joué par l'ancienne troupe des ballets du marquis de Cuevas et par la danseuse étoile française Liane Deidé. Et la soirée se terminera par un hommage au souverain, hommage orchestré par le chorégraphe et maître de ballet Serge Liffard. Vous voyez qu'on a beaucoup emprunté au grand répertoire occidental et notamment français dans cette occasion. Ce qui frappe lors de ce couronnement, ça aura été l'absence de chefs d'État étrangers, de présidents, de souverains, etc. Nous allons y revenir avec Jean Descartes tout à l'heure, bien entendu. Mais ce couronnement est une page importante de l'histoire de l'Iran. Et le lendemain, la décision sera prise de célébrer la fondation de l'Empire perse par Cyrus le Grand. 2500 ans de monarchie, s'il vous plaît. L'impératrice veille sur l'organisation et ce seront les très célèbres fêtes de Persépolis qui se dérouleront le 12 octobre 1971. On parlera de nouveau camp du drap d'or à cette occasion, vous savez. Et là, on verra beaucoup de chefs d'État, de gouvernement, de hautes personnalités, etc. Et puis, quelques années plus tard seulement, en janvier 79, le couple impérial devra quitter l'Iran. Le Shah ne reverra jamais son pays et vous savez qu'il mourra en exil en Égypte un an plus tard. Alors, avant-hier, Jean Descartes et moi avons été reçus dans son appartement parisien par Sa Majesté Farah Pahlavi. Ce que je vous propose, c'est d'écouter dans un instant les souvenirs que l'impératrice elle-même conserve de cette journée fastueuse d'octobre 1967. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. C'était mercredi dernier, nous avons été reçus dans son appartement parisien par l'impératrice d'Iran et je vous propose d'écouter maintenant cet entretien.
Madame, c'est un grand honneur que nous fait Votre Majesté de nous recevoir pour évoquer ce moment privilégié de 1967 où vous avez été couronné. Quel souvenir conservez-vous de cet événement? Je ne voulais pas commencer sans dire, avec ce qu'on a entendu ces jours-ci, combien je suis horrifiée par les événements inhumains et vraiment des actes barbares. Ça touche tout le monde. Pour parler du couronnement, j'ai toujours dit quand le roi m'a couronné, c'est comme s'il couronnait toutes les femmes iraniennes, ce qui est vrai. Et au fond, j'étais la première impératrice couronnée. Mais dans l'histoire de l'Iran, nous avons eu des reines régnantes de la période sassanide, dans les années 620-630. On a eu Purandort et Ozarmidort, qui étaient des reines régnantes. Les femmes, dans cette civilisation, cette très auguste, très ancienne civilisation persane, les femmes occupent une place importante. Les femmes, vraiment, comme je vous l'ai dit, il y a presque 2000 ans, on avait des femmes régnantes. Et là encore, je ne peux pas m'empêcher de dire que quand on voit la situation de la femme en Iran, qui ont été insultées, qui ont été emprisonnées, torturées, lapidées, violées, et toutes les horreurs qui se passent pour les femmes iraniennes, et ils ont changé toutes les lois qui étaient au profit de la femme iranienne. Bien sûr, il y a certaines choses qui ne sont pas changées. La femme iranienne a aujourd'hui le droit de voter et d'être élue. Mais beaucoup d'autres choses ont changé. Mais ceci dit, j'ai beaucoup de confiance en des femmes iraniennes. Parce qu'elles sont vraiment, malgré tous les problèmes et toutes les injustices, elles sont d'un courage extraordinaire. Et je dois dire qu'à l'entrée de mon appartement, j'ai imprimé quelque chose que j'ai trouvé sur Internet. Et c'était marqué « Si vous êtes un homme, venez en Iran, devenez une femme ». Et moi, je dis toujours que notre grand pays, la lumière vaincra les ténèbres et l'Iran renaîtra de ses cendres. Votre époux régnait depuis 21 ans au moment du sacre, du couronnement de 1967. Pourquoi avoir attendu si longtemps cette cérémonie? Parce qu'il a toujours dit que je ne veux pas être couronné tant que mon pays n'est pas encore développé. On était un pays sous-développé, il y avait beaucoup de pauvreté. Et surtout après 1963, ce qu'on appelle nous la Révolution blanche, la réforme agraire, la fin du féodalisme, la liberté des femmes et beaucoup d'autres lois au profit des hommes et des femmes et des travailleurs iraniens, il a pensé que c'était le moment d'être couronné. Avez-vous conservé, à titre personnel, un souvenir particulier de cette journée? Je dois dire que celui qui était l'étoile de la cérémonie, c'était le prince héritier. Qui était malade, je crois. Qui était un peu malade, qui avait de la fièvre, il avait 7 ans. Et il s'est tellement bien comporté dans toute la cérémonie que, comme ils disent les Anglais, he stole the show. Il vous a volé la vedette. Et aussi, bien sûr, avant, le ministère de la Culture créait des musiques, des chansons, des chorales qui nous faisaient écouter avant pour choisir l'un ou l'autre. Et surtout, la façon dont c'était organisé. Et bien sûr, disons, Maroc, on n'avait pas dans l'histoire quelque chose pour copier. Je ne voulais pas que ce soit une cape comme les reines ou les impératrices européennes. Ça a été fait en Iran, cousu en Iran. Et c'est une jeune femme iranienne brodeuse, Purandort, qui n'est plus parmi nous, malheureusement, qui a fait toutes les broderies pendant des jours et des jours avec beaucoup d'attention. Et puis, la couronne. La couronne qui n'existait pas. Et avant Cliff Harpel, ils sont venus en Iran pour regarder dans les bijoux de la couronne à la Banque centrale iranienne les pierres qui existaient. Il y avait un vaste choix. Oui, extraordinaire. Et ils ont choisi des pierres et puis quand ils sont venus à Paris, ils ont créé la couronne, mais ils sont venus en Iran pour monter la couronne parce que on n'avait pas le droit de sortir ces pierres en dehors de l'Iran. Ah oui, une autre chose, le fameux trône du Pan, ça n'existe pas en Iran. Le vrai trône du Pan était en Inde. Et quand nous avons été en Inde, le vrai trône du Pan n'existe plus. Il y avait la copie. Mais le trône du Pan est resté sur l'Iran. Vous nous recevez en compagnie de Jean Descartes, que vous connaissez bien, auteur du siècle
des sacres. Je voudrais confier le micro à Jean Descartes pour lui demander s'il a une question à vous poser à propos de ce couronnement de 1967. Madame, lorsque votre majesté a dû quitter l'Iran, avez-vous repensé à ce jour de votre couronnement où vous receviez une couronne spéciale, si j'ai bien compris, de 1664 pierres précieuses? Avez-vous repensé à ce jour, à ce moment-là? C'est-à-dire que vraiment, maintenant, je ne pense pas vraiment au passé. Je pense au présent et au futur. Bien sûr, quand on me pose des questions, quand je vois les photos, j'y pense. Mais c'est surtout la condition de l'Iran et des Iraniens aujourd'hui qui m'intéresse. Madame, justement, dans vos mémoires, vous écrivez que vous avez senti à ce moment-là, lorsque le Shah vous a couronné, effacer l'humiliation qu'avaient subie les femmes iraniennes. Exactement, mais vous savez, de notre temps, je dois franchement dire les 20 ans où j'étais impératrice d'Iran, bon, je faisais attention à beaucoup de choses, mais je n'ai pas senti, parce que j'étais femme, je ne pouvais pas faire telle activité ou telle autre activité. Et toutes les femmes iraniennes étaient actives, même celles... on avait des ambassadeurs, on avait des ministres, on avait des maires, on avait des membres de parlement. Et même les femmes qui ne travaillaient pas, étaient des mères de famille, sentaient qu'elles devaient faire quelque chose. Ils allaient dans les œuvres sociales. Et puis nous étions un pays où on était habillés comme vous êtes habillés en France, et celle qui voulait porter le voile le portait. C'était la voile traditionnelle iranienne, pas l'uniforme de ces jours-ci. Et ça, c'est resté quand même. Malgré toute la pression de ces 38 ans, ils n'ont pas pu enlever cette force des femmes iraniennes. Merci infiniment, madame, de nous avoir reçus et d'avoir partagé ces beaux souvenirs avec le public d'Europe 1. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci à Jonathan d'avoir réalisé le reportage. Bonjour Jean Descartes. Bonjour. C'est un beau souvenir pour nous, c'est un souvenir de Noël que cet entretien avec l'impératrice d'Iran. Dans un instant avec vous, nous allons revenir sur ce couronnement de 1967 et sur tous les autres, puisque votre ouvrage parle de tous les grands couronnements du XXe siècle. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe Au cœur de l'histoire. 1, Franck Ferrand. Franck, aujourd'hui, c'est le parcours de Farah et de son sacre que nous évoquons dans Au cœur de l'histoire. Jean Descartes, historien, journaliste et auteur de l'ouvrage Le siècle des sacres aux éditions Perrin, est à vos côtés pour en parler. Alors vous avez vraiment réalisé un magnifique album, il faut le dire, Jean Descartes, un vrai cadeau de Noël, ça scintille dans tous les sens avec des photos en couleurs magnifiques de tous ces joyaux des monarchies d'Europe et d'ailleurs. Je dis d'Europe et d'ailleurs, ce sont d'ailleurs essentiellement des sacres européens que vous nous racontez, à l'exception de celui de Téhéran en 1967. Oui, parce qu'il est tellement exceptionnel, cet événement, le sacre de Téhéran, le couronnement. J'ai trouvé que c'était formidable. Et je vous dirais aussi que j'ai une pensée pour la lâcheté de l'Occident à l'égard du couple impérial iranien. On a un peu détourné le regard au moment de la révolution islamique. Alors que tout le monde s'était précipité à Persépolis et se bousculait pour y être. C'est un problème de mémoire courte, c'est pas la première fois en histoire. C'était 8 ans plus tôt seulement. Oui, seulement. Alors, ce que j'ai voulu, si vous voulez, c'est au moment où l'Europe est assez lézardée, est assez incertaine, où on voit très bien que les peuples se demandent où on va. L'Union européenne ne parle jamais d'histoire, de mémoire, de civilisation. Elle parle de contraintes budgétaires, de directives économiques, financières, de directives en tout genre. Je suis rassuré quand je vois des pays qui ont une stabilité étatique au sommet ou qui sont apaisés par rapport à d'autres. Et c'est assez intéressant de voir comment des personnes, des hommes, des femmes qui ont été préparés à exercer le pouvoir suprême l'incarne physiquement, son roi ou reine, et nous avons actuellement, depuis le début du XXIe siècle, des couples souverains en Europe, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Espagne, en Belgique, qui sont en plus très sympathiques et qui rassurent beaucoup la population. Et qui offrent régulièrement des spectacles au monde entier, puisque ces couronnements sont toujours, évidemment, maintenant, aujourd'hui en tout cas, télévisés, etc. Quand même, distinguons peut-être d'emblée les sacres et les couronnements. Oui, absolument, surtout qu'il y a deux phases, si vous voulez, en principe. Il y a la phase sacrée mystique qui est le sacre,
très importante. Une cérémonie religieuse. Religieuse, très importante quand le souverain, homme ou femme, est chef de l'église du pays. Ce qui est le cas en Angleterre, par exemple, au Royaume-Uni. Bien. Ce qui était le cas en France. Alors le roi n'était pas chef de l'église, mais enfin il était un roi de droit divin. De droit divin. Ensuite, vous avez le couronnement qui est la partie politique, où l'homme ou la femme qui a été préparé, qui succède à... Ça, c'est une cérémonie civile. Cérémonie civile, politique, c'est le moment où il devient, ou elle devient chef d'État. Alors, selon les pays et les usages, il y a des phases plus ou moins discrètes, politiques ou religieuses. Par exemple, en Belgique, il peut y avoir un passage, si je puis dire, un moment sacré, mais le roi devient souverain lorsqu'il prête serment devant le Parlement. C'est un contrat entre la nation et le souverain. Oui, ça, ce sont les monarchies constitutionnelles. Voilà. Ce qu'il faut dire, c'est que bien souvent, les couronnements ou les sacres, d'ailleurs, interviennent des années après l'avènement du souverain. Oui. Il peut même arriver, on l'a vu là avec le Shah d'Iran, c'est tout particulier. Oui, il peut même arriver que ça arrive des années, des décennies après. Mais déjà, pour la reine Elisabeth II, reine en 1952 à la mort de son père, le roi George VI, elle a dû attendre 18 mois. D'abord parce qu'il fallait savoir quels seraient les invités de ce qui était encore le monde de l'Empire britannique à cette époque, en 1953. Et surtout, il y a eu une grande discussion pour un événement considérable. La cérémonie pouvait-elle ou devait-elle être télévisée ? Churchill était contre. Et la jeune reine, qui est une femme très moderne et qui l'a toujours été, dans son mélange de tradition et d'ouverture sur le monde, a dit il n'y a pas de raison que les gens ne soient pas invités à cette cérémonie qui est celle du peuple aussi, du contrat, je dirais, entre le souverain et le peuple, mais on ne va pas retransmettre l'instant mystique, avec l'onction sacrée, parce que ça, ce serait violer les consciences et un fait religieux. Mais ce qui est formidable, c'est que c'est la première fois qu'un couronnement et sacre, et Dieu sait s'il y en a peu, est aussi un spectacle. Donc il y a des centaines de milliers de gens qui vont suivre cela à la télévision, et le soir même, les bobines 16 mm prennent des avions et vont notamment vers le Canada et l'Australie, et dans toute l'Europe. Et je me souviens, moi j'étais très jeune évidemment, j'avais à peu près une dizaine d'années, j'ai vu le film du couronnement à l'Olympia à Paris. Parce qu'on allait voir le film, qui était en couleur, c'est la grande différence avec la télévision, bien sûr. Et Churchill avait dit, je ne vois pas pourquoi la BBC et ses caméras verraient mieux le couronnement que moi. Mais il avait cédé, la reine s'est imposée à ce sujet, elle a bien fait, elle est devenue la première reine de l'image. On oublie de dire à quel point la reine Elisabeth s'est beaucoup imposée dans les premiers temps de son règne et sur bien des sujets, mais enfin ça nous entraînerait un peu loin. Mais même l'ouverture à la technique, je veux dire, de penser que c'est elle qui a créé le portail internet de la monarchie, qui, pour le mariage de Kate et William, a fait transformer Buckingham Palace en boîte de nuit. Elle est tout à fait, et regardez son film avec James Bond pendant 2 minutes au moment des Jeux Olympiques, c'est extraordinaire comme ouverture sur le monde, ce qui n'exclut pas la plus sévère tradition. Il y a deux couronnements que j'aimerais vous entendre évoquer, Jean Descartes, qui ont lieu juste avant celui de la reine Elisabeth du Royaume-Uni. C'est le couronnement du prince Régnier de Monaco, Régnier III, ça c'était en 1949, puis on dira un mot du couronnement de Baudouin Ier, le roi des Belges. Avec joie. Alors, Régnier III... Régnier, alors c'est pas exactement un couronnement, disons que c'est une prestation de serment qui se passe en plusieurs phases. Il faut rappeler qu'en 1949, le prince Régnier, célibataire, prince héréditaire depuis 1944, après une conduite très brillante dans les armées françaises, il succède à son grand-père, le prince Louis II, et en fait, tout le monde dit c'est un homme timide, et on va découvrir que c'est le contraire. C'est un homme qui travaille beaucoup, que j'ai connu personnellement, qui est un grand patron, qui est un grand politique, volonté, oui. Et qui avait trouvé la principauté dans un triste état. Ça ne faisait pas du tout rêver, la période ambiguë de la guerre, des problèmes financiers, le problème de sa mère, la princesse Charlotte, qui avait abdiqué, qui était une enfant naturelle, légitimée, avec l'accord de la République française. Tout ça était déjà très romanesque. Et évidemment, ce qu'on peut dire de drôle, c'est qu'au moment où il accède au trône des Grimaldi, dans une cérémonie très simple, mais avec une forte phase religieuse, puisque le catholicisme est religion d'État en principauté de Monaco, il avait une liaison avec la comédienne Gisèle Pascal, et les monégasques disaient
jamais un prince de Monaco n'épousera une comédienne. Quand on connaît la suite, c'est assez savoureux. On dira un mot du roi Baudouin, du roi des Belges, dans un instant. Et puis on continuera d'évoquer tous ces couronnements qui nous ont laissé des souvenirs, qu'on le veuille ou non, parce que ça rythme les vies de tout un chacun. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Le sacre de Farah est à l'honneur dans Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand, vous recevez Jean Descartes, auteur du siècle des sacres aux éditions Perrin. Et oui, alors nous avons entendu tout à l'heure l'impératrice d'Iran nous raconter son propre sacre. Ça doit être tout à fait extraordinaire de vivre ce genre d'événement de l'intérieur, si je puis dire. On oublie parfois à quel point ces cérémonies très officielles, extrêmement lourdes et protocolaires, et en même temps magnifiques, pleines de couleurs, pleines de joyaux, nous en disions un mot à l'instant, on oublie à quel point ces cérémonies peuvent avoir une dimension symbolique très importante. Je pense à ce qui s'est passé en Belgique après la guerre. Pendant plusieurs années, la monarchie belge était quand même dans une situation embarrassante, disons les choses, Jean Descartes. J'ai constaté que la plupart, pour ne pas dire toutes, des monarchies européennes restent marquées par ce qui s'est passé quelquefois pendant les deux guerres, mais aussi, bien sûr, surtout pendant la seconde. Et c'est le cas de la Belgique, un pays que j'aime beaucoup, qui s'est trouvé confronté à ce qu'on a appelé la question royale, qui était dramatique. Alors, en résumé, il s'agissait du roi Léopold III, qui était accusé d'avoir eu une attitude trop conciliante avec l'occupant, puisque l'Allemagne avait envahi la Belgique et que le roi n'avait pas violé la neutralité. Absolument, le roi n'avait pas eu l'attitude et la stratégie et la technique géniale d'Albert Ier pendant la Première Guerre mondiale, qui avait sauvé une partie du territoire belge. Ou de la reine Juliana aux Pays-Bas. Juliana aux Pays-Bas, exactement. Mais surtout, il a commis la faute vis-à-vis de l'opinion, et notamment l'opinion féminine, de se remarier en pleine Seconde Guerre, alors qu'il était veuf de la reine Astrid depuis 1935, la mythique reine Astrid, qu'il était accusé, entre guillemets, de l'avoir tuée lors d'un accident de voiture, et qu'il se remarie en pleine guerre avec une très jolie femme, Liliane Bols-de-Réty, trop belle pour être innocente d'après l'opinion, et ça va donc poser la question royale. Et lorsqu'il revient après des péripéties très compliquées, il croit qu'il est attendu par l'opinion. Une partie de l'opinion en Flandre, plutôt les Flamands, lui sont favorables, mais la majorité non, et donc il va abdiquer, et le 17 juillet 1951, c'est son fils de 21 ans, Baudouin Ier, qui lui succède. La veille, le roi Léopold III a abdiqué, mettant fin à la question royale qui avait mis en jeu l'existence même de la monarchie et donc de l'unité de la Belgique. Parce qu'on sait que c'est la couronne qui unit les Belges. C'est le ciment entre les deux communautés. D'ailleurs, le souverain n'est pas, comme on le dit souvent en France, de Belgique, il est souverain des Belges. Oui. C'est ça qui est très important. Comme était le roi des Français, le beau-père de Léopold Ier. Philippe, absolument aussi. Et alors donc, en fait, ça va être très difficile, et je pense que c'est l'avènement d'un monarque dans cette après-guerre le plus émouvant que l'on puisse voir, avec ce jeune homme que l'on dit triste, qui est seul, qui accepte une responsabilité énorme et qui est tout seul pour unir tous les Belges. Il fallait vraiment beaucoup de courage. Il a été un saint, on le sait. Un autre jeune souverain qui a joué un rôle absolument essentiel dans la vie politique de son pays au XXe siècle, c'est Juan Carlos. Nous avions d'ailleurs eu l'occasion d'en parler déjà ensemble, de ce roi d'Espagne. Là, je dois dire que c'est une chose extraordinaire, parce que lorsqu'il prête serment le 27 novembre 1975, c'est le roi qu'on n'attendait pas. Il y a même un président de la République française qui ne mettait pas un centime sur lui et qui l'avait surnommé Juan le Bref. Le président a été plus brièvement au pouvoir que le roi Juan Carlos. Et ça, c'est une histoire insensée, si on veut bien y réfléchir. Il avait été désigné par Franco. Il avait été choisi et préparé minutieusement par Franco, parce qu'il faut rappeler qu'en 1931... lorsque le grand-père de Juan Carlos, le roi Alphonse XIII, s'est retiré, il n'a pas abdiqué, la monarchie s'est mise en retrait. Il y a eu ensuite la guerre civile, donc plus qu'une restauration, je dirais, c'est une réinstallation. Mais encore fallait-il un candidat qui a été fantastique, et on sait que Juan Carlos, qu'on traitait de grand playboy, du Gotha, d'une famille détrônée, etc., va apprendre ce métier, va écouter beaucoup, se renseigner, voir toutes les classes de la société et être héroïque et vraiment très astucieux, et montrer la dimension d'un chef d'État lors de la tentative du coup d'État contre lui.
Dans ce très bel album, Jean Descartes, vous avez voulu absolument faire la part belle à ces monarchies d'Europe du Nord qui sont duels, il faut le dire. Oui. D'un côté, les souverains du Danemark, de Norvège, enfin de tous ces pays, sont extrêmement simples. On peut croiser la reine de Danemark en train de faire ses courses, hein, ça arrive tout à fait, monter en elle-même dans sa voiture, etc. Il y a un côté hyper, nous disons-nous aujourd'hui démocratique, le mot est complètement dévoyé, mais en tout cas très populaire. En tout cas, et puis les jours de cérémonie et notamment de couronnement, alors là on sort les tiares, on sort les carrosses, les chevaux, les grands équipages et ça devient des cérémonies parmi les plus brillantes du monde. C'est étonnant ce oui. double aspect des monarchies du Nord. Eh bien parce qu'on ne mélange pas le faste inutile, si vous voulez, avec l'exercice du pouvoir. La reine de Danemark, par exemple, est notoirement économe, comme le sont ses sujets, si vous avez l'honneur d'être invité chez elle dans un de ses palais. Si vous avez entamé le pot de confiture au petit déjeuner et que vous ne l'avez pas fini, le pot de confiture vous sera resservi le lendemain matin, ce qui me paraît très bien. Non, on ne fait pas n'importe quoi dans les monarchies du Nord, et je trouve que le cas de la reine Margaret, qui est une femme que j'ai l'honneur de connaître, qui m'a reçu, qui est une femme très grande, avec beaucoup d'humour et très intelligente. Alors il y a une chose formidable, elle reçoit debout, comme le faisait son père, le roi Frédéric IX. Et si ça se passe bien, on vous propose de vous asseoir tout de suite. Quand elle reçoit aussi le Premier ministre, si elle n'est pas contente, le Premier ministre reste debout. Je trouve ça très bien. François-Joseph faisait la même chose. Et ça change un peu. Et or, c'est la première reine. Oui, c'est un côté C'est votre côté Habsbourg, Jean, en fait. C'est la première reine de Danemark et qui a épousé, on le sait, un aristocrate et diplomate français, 1867. Elle avait 27 ans, il en avait 33, qui est devenu un prince de Danemark et qui a dit lui-même que ce n'est pas facile d'être le prince consort. Il a dû consulter le duc d'Édimbourg, que c'est un métier de diplomate et si un diplomate doit tourner 3 fois sa langue dans sa bouche, le prince consort doit la tourner au moins 10 fois parce qu'il épouse une personne qui exerce une fonction suprême, qui a le pouvoir, variable selon la Constitution, mais il n'épouse pas la fonction. Donc il doit rester 3 pas derrière, etc. Mais c'est très important dans ces monarchies, il y a toujours un couple, on le voit, homme ou femme, selon celui qui est ou celle qui est au pouvoir. Et je pense que, comme l'a dit la reine Elisabeth, qui est astreinte au silence et qui partage avec le Premier ministre les plus grands secrets d'État, mais qui doit en partager d'autres avec le duc d'Édimbourg, il est important que la personne ait un mur, un rempart sur qui se reposer lorsqu'on a le fardeau de l'État. Et je trouve que le cas de Margaret de Danemark, une femme très cultivée, très littéraire, qui a traduit Simone de Beauvoir en danois, est une femme passionnée par le théâtre, et le prince Henri tout à fait intégré dans la société du Danemark, avec leurs 2 enfants, le prince héritier Frédéric. Ce sont des monarchies qui ne sont pas, comment dirais-je, modestes, elles sont simples dans l'apparence, mais très efficaces et très populaires. Est-ce que vous avez l'impression, Jean Descartes, que les sacres et les couronnements du XXIe siècle auront le même brio que ceux du siècle passé ? Écoutez, les monarchies sont un régime beaucoup plus en danger que les républiques. Il faut que les familles soient irréprochables, parce que c'est la famille qui donne l'exemple. Donc, tant que des familles donneront l'exemple, se comporteront bien, les sacres ou les couronnements, selon les variations, en tout cas les avènements, auront un immense succès. Merci beaucoup Jean Descartes. Je rappelle que votre siècle des sacres est publié chez Perrin et que c'est un beau cadeau de Noël. Merci. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Après avoir évoqué le sacre de Farah, Franck, c'est tout naturellement que nous partons nous balader en Iran. Eh oui, alors j'aurais adoré moi aller en Iran pour tout vous dire. J'hésite encore un peu parce que c'est pas un peu le moins qu'on puisse dire que c'est pas un régime très accueillant, mais je sais que beaucoup font le voyage et en rentrent avec des étoiles dans les yeux. J'ai parlé tout à l'heure du palais du Golestan, bien entendu, qui est le chef-d'œuvre de la période Kadjar. Vous savez, les Kadjar, la famille Kadjar est arrivée au pouvoir en 1779 à Téhéran et c'est une des grandes périodes
période impériale de l'histoire persane, avec ce palais composé actuellement de 8 grandes structures palatiales, si vous voulez, entourant des jardins. Alors ces grands palais sont aujourd'hui utilisés comme musées ethnographiques, etc. Les jardins d'Iran sont peut-être ce qu'il y a de plus extraordinaire. Dites-vous que les plus anciens remontent au 6e siècle avant notre ère. C'est en Iran qu'est née la notion moderne de jardin. Vous savez qu'en avestique, jardin, ça se disait paradiso. C'est l'origine même du mot paradis, tout simplement. Il y a quelque chose sans doute d'un peu paradisiaque dans ces grands jardins persans, extrêmement raffinés. On est dans un pays et dans une civilisation qui compte parmi les plus anciens, les plus sophistiqués, les plus ancrés de la planète. C'est curieux de voir à quel point cette révolution islamique de 1979, cette révolution des ayatollahs, a donné à l'Iran une espèce d'image très sombre comme ça, alors que qu'on le veuille ou non, et ça ne peut pas être trahi par l'histoire, nous sommes dans un des pays les plus cultivés, les plus raffinés de la planète, avec notamment des sites archéologiques absolument extraordinaires. Je ne m'attendrai même pas sur le site de Persépolis, vous savez, avec tous ces chefs-d'œuvre de l'époque achéménide, mais il y a aussi le site archéologique de Behistun sur l'ancienne route marchande qui relie le haut plateau iranien à la Mésopotamie, avec des vestiges, pour certains, extrêmement anciens, et un monument principal qui est le fameux bas-relief avec la grande inscription commandée par Darius le Grand, Darius Ier, qui était monté sur le trône de Perse en 521. C'était le Basileus à l'époque, d'où l'origine du mot basilic, si vous voulez. Le Basileus, c'est le roi de Perse, et ce bas-relief représente Darius tenant un arc, symbole de la souveraineté, et écrasant le torse d'un homme allongé sur le dos devant lui. Sous le bas-relief, 1200 lignes d'inscriptions qui retracent toute l'histoire des batailles de Darius. On pourrait comme ça évoquer toutes sortes de grands sites archéologiques, je pense à Parsagadès, etc., et tous ces jardins, etc. Et puis bien sûr, l'Iran de l'islam, un Iran très sophistiqué, très raffiné aussi. La grande mosquée d'Ispahan, d'une superficie de 20 000 mètres carrés, n'est plus à vanter, bien entendu, mais il faudrait évoquer aussi l'ensemble du bazar historique de Tabriz, par exemple, qui depuis l'Antiquité est un lieu d'échange. N'oubliez pas que les routes de la soie passaient par la Perse et que pendant des siècles et des siècles, ce pays a été le cœur de tous les échanges de richesses et de culture. Bref, on pourrait faire des émissions entières sur l'Iran. Ce sera peut-être l'objet d'ailleurs d'émissions à venir. Voici Nikos Aliagas. Bonjour cher Nikos. Bonjour Franck Ferrand. Que vous dire que je reçois aujourd'hui l'une des voix les plus reconnaissables d'Europe 1, l'homme qui incarne la matinale de notre station tous les jours de 6h30 à 9h, c'est Thomas Soto que vous allez peut-être redécouvrir cet après-midi dans notre émission De quoi j'ai l'air grâce à ses souvenirs musicaux. À tout de suite. Merci beaucoup Nikos. Nous nous retrouvons à partir de demain et puis à partir de lundi avec des feuilletons. Vous savez, les feuilletons que nous faisions au tout début de la saison qui vont être rediffusés pendant une semaine. Et puis dès le 2 janvier, notre nouvelle émission qui, tenez-vous bien, va durer 90 minutes, une demi-heure de plus pour parler de patrimoine. J'aurai l'occasion de vous expliquer tout cela. C'est dès le 2 janvier, toujours à 14h bien sûr, au cœur de l'histoire. Et puis je donne un autre rendez-vous à nos auditeurs. Demain, nous serons le 24 décembre, c'est la veille de Noël. Il n'y a pas grand monde au Théâtre Antoine, donc sachez qu'il y a encore beaucoup de place à remplir. N'hésitez pas, vous serez les bienvenus. Merci beaucoup Carole et bonne fête de Noël. Merci beaucoup à vous Franck, merci à vous aussi.